J'espère que j'ai été complète. Oui, non, mais je voulais absolument. La question de notre collègue Bossorel sur l'extrême droite américaine me fait penser à une question sur l'influence qui n'a pas été encore évoquée dans notre commission des mouvements religieux. Un mouvement dont on parle très peu en France, qui a pourtant une croissance exponentielle, c'est les mouvements évangéliques. On pourrait aussi parler de l'influence de la Turquie via Miligorus ou d'autres sectes islamistes. La particularité de ces mouvements est souvent qu'ils ont une concentration géographique et territoriale assez importante, ce qui peut les amener à avoir une influence politique à due proportion influente sur des collectivités territoriales et dans nos démocraties. Alors, ils ne sont pas forcément électeurs français, mais on peut avoir une influence politique sans être électeur, malheureusement. Est-ce que c'est intégré dans vos réflexions? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous avez quelque chose, une analyse à nous faire partager sur ce sujet-là? Donc l'influence des mouvements religieux, souvent quand même en lien avec des agendas politiques. On sait, pour revenir sur le sujet américain, que la droite évangélique américaine, alors c'est pas une entité unique, mais la plupart de ces mouvements ont par exemple une influence sur la politique étrangère des États-Unis, entre autres. Alors, merci. Pour ce qui concerne ce qui se passe sur le territoire national, c'est plutôt au ministère de l'Intérieur qu'il faudrait s'adresser. Sur la partie internationale, je remercie mon équipe qui me signale, parce que je ne connais pas encore c'est très impressionnant à la DGRIS, le nombre de travaux qui sont effectués avec des observatoires, avec des consultances qui sont très intéressantes. Et on me signale que nous avons un observatoire international du fait religieux. Donc la réponse est oui. Nous intégrons bien cet élément dans notre réflexion stratégique. Pour vous répondre sur certains pays, certaines associations, également, oui, c'est un point de vigilance. De manière générale, nous travaillons aussi, nos attachés de défense sont amenés à le faire, à défendre le principe de laïcité. À l'étranger également. Et puis, à l'échelle européenne, nous sommes, je crois que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères y est très attentive, attachée à signaler aussi que parfois, telle ou telle association, alors je vous renvoie vers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur là-dessus, qui ont l'air parfois très sympathiques, ont en fait une influence qui ne correspond pas à nos valeurs. Donc la réponse est oui, dans les deux cas, à l'international et au niveau européen. Je vous remercie. Une autre question qui m'est venue à l'esprit. Vous avez parlé que l'intervention pour les droits de l'homme, alors je différencie pour et au nom des droits de l'homme, n'était jamais une ingérence. Or, ma mémoire d'adolescent se souvient que le devoir d'ingérence a pourtant été une... Alors c'est vrai que il me semble que c'est un terme qui a un peu disparu, notamment au moment de l'Irak, alors enfin de la Deuxième Guerre d'Irak, pardon. Ceci explique sans doute cela, peut-être, vous aurez peut-être une analyse là-dessus, et qui, au contraire, donc faisait justement, je pense que c'est la première fois qu'on parlait d'ingérence de manière active dans le débat politique français en tout cas, notamment d'intervenir, de mémoire c'est d'abord dans les territoires d'ex-Yougoslavie, ensuite en Irak justement, en Libye, il y a peut-être eu d'autres motifs d'intervention, je ne sais plus si en Géorgie, quand il y a eu l'intervention russe en Géorgie, enfin l'invasion d'ailleurs de deux républiques autonomes, c'était aussi invoqué. Je ne sais plus, donc j'ai pas envie de dire une bêtise, mais peut-être que vous le saurez mieux que moi. Ce devoir d'ingérence d'ailleurs n'appartient pas à une famille politique en France. Ça traverse à peu près tous les partis, et inversement, il y avait des devoirs d'ingérence dans tous les partis. Monsieur Chevènement, qui la coalition était complètement opposé au devoir d'ingérence, ma famille politique évidemment complètement opposé, mais il y a pu avoir des gens qui étaient de la droite nationale, qui étaient un peu plutôt sur un mode interventionniste, un peu d'inspiration chrétienne. Bon, ça traverse vraiment tous les partis. Mais justement, donc, ce devoir d'ingérence a été utilisé, justement, a été évoqué, il a complètement disparu. Est-ce que c'est pas justement comme un indice assez intéressant de l'évolution de ce terme? On revendiquait l'ingérence. Vous pourrez répondre. On revendique, enfin, une certaine catégorie de personnes qui d'ailleurs aujourd'hui condamne à juste titre sans doute l'ingérence, justement l'ingérence chinoise, revendiquer le devoir d'ingérence et maintenant condamne l'ingérence des autres. Alors évidemment, cette question inclut le fait que revendiquer l'ingérence pour sauver des populations de maux
à tort ou à raison, n'est pas la même chose que de s'ingérer pour déranger une démocratie. Je fais la différence. Je m'interroge seulement sur le terme et les émetteurs. Oui, le devoir d'ingérence a été évoqué, c'est notamment ça a été beaucoup porté par des ONG, si ma mémoire est bonne également, et ça a porté en priorité sur les questions effectivement humanitaires. Alors ça n'a pas complètement disparu au sens où, de manière très très pragmatique, pratique, le fait par exemple, toute la problématique de l'accès en fait, humanitaire, en particulier du Comité international de la Croix-Rouge, qui est très important et garanti, pour le coup, par le droit international, et précisément, très souvent, des puissances comme la Russie s'y opposent à l'accès humanitaire. Donc, je crois que là, c'est pas une atteinte à la souveraineté, c'est un accès aux populations civiles. Voilà, pour essayer de caractériser ce que nous défendons aujourd'hui dans le même registre d'action humanitaire que vous avez décrit. Et je ne crois pas que ça soit abandonné du tout, parce qu'en fait, la logique d'accès aux populations civiles, le fait de pouvoir apporter le soutien nécessaire, quand on sait à quel point la logique du blocus, les sièges sont malheureusement pour nous aujourd'hui utilisés dans les guerres, reste absolument essentiel. Mais ce n'est pas une ingérence au sens où on l'entend dans les débats qu'on vient d'avoir du tout. C'est un accès garanti par le droit international. Bon. L'intervention, de manière générale, quelle que soit l'époque, en fait, dans un pays, en fait, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un pouvoir enfin, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont un pouvoir de veto. Quand vous avez évoqué, par exemple, la Libye n'a pas fait l'objet de division au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'époque. Et quand on fait référence à des interventions militaires armées, elles se font dans le cadre du droit international, soit à la demande du pays, comme ça a été le cas au Mali, souverainement, ou bien dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas eu d'autres formes, vous voyez, voilà, pardon, ce sont les catégories que j'identifie pour répondre à votre question. Mais vous avez raison, cette notion a été employée aujourd'hui, et si on veut être rigoureux dans les principes, moi je parlerai de questions d'accès humanitaire aux populations civiles.